se retrouve pour la vidéo de la 5e semaine. Donc on est à ce stade à peu près du 7 au 14 janvier et c'est la fin de l'étape 2. Donc on est dans la dernière semaine de vie avec la famille avant qu'ils partent pour leur voyage. Donc, cette semaine, c'est une des 2 semaines les plus compliquées pour moi pendant tout le voyage. C'est dû notamment au changement de contexte qui est particulier, la vie avec la famille, c'est-à-dire qu'il y a 6 âmes, chiens compris, à apprendre à connaître, 6 personnalités, 6 fonctionnements différents, on va dire, personnalité, caractère, et ça fait beaucoup en même temps, en plus de tout le reste, d'avoir un espèce de florilège de sensations, de découvertes, de repères. Je me prépare aussi personnellement à vivre toute seule avec la chienne, donc c'est assez intense en fait. Et bien que dans un premier temps de l'expérience, je suis assez surprise en bien de moi, car il y a tout un côté de moi qui me dit que finalement, vivre en communauté, c'est pas si terrible, dans le sens où moi, ça fait longtemps que je vis seule, indépendamment d'avoir été en couple ou pas, mais j'ai mon appartement depuis presque 10 ans. Et j'appréhendais un peu cette vie parce que je me demandais comment j'allais pouvoir gérer ça. Est-ce que le manque d'intimité serait compliqué, etc. Et en fait, de ce côté-là, je vois que ça se passe très bien. Et du coup, ça m'ouvre d'autres possibilités pour la vie en Suisse. Avant de partir, j'avais déjà des questionnements un petit peu sur d'autres possibilités de vie en Suisse parce que voilà, je trouve que les frais de vie quand on a un appartement, quand on vit seul, quand on a une voiture seule sont extrêmes. C'est des charges qui sont incroyables, incommensurables vraiment. Et j'étais en train de commencer à penser si qu'est-ce que ça fait de vivre en communauté? Qu'est-ce que ça fait de partager un véhicule, par exemple? Et du coup, mes réflexions, en fait, sont en train d'évoluer et de se poser et de voir que, de, par certains côtés, la vie en communauté est possible pour moi à ce moment-là. Ouais, ça m'ouvre des pistes de réflexion et ça m'ouvre à d'autres façons de vivre la vie. À des possibles en fait, ce qui s'est souvent produit dans ce voyage. Par contre, dans un deuxième temps, je sens que il y a un déséquilibre qui se crée en moi. Bien sûr, ce contexte particulier joue dans ce sens-là où voilà, c'est quand même une perte de repères à chaque fois. Elles sont assez rapprochées. Et là, c'est vrai qu'il y a tout un rythme qui est tourné envers des enfants en bas âge. Et puis, en fait, je suis à nouveau comme surprise de mon hypersensibilité et de ma façon de capter les gens au niveau de l'énergie. Parce que ces 6 âmes qui m'entourent pendant cette semaine-là, je ressens plus que ce qu'ils montrent. C'est-à-dire que je ressens bien sûr qui ils sont, mais je ressens leurs énergies, je ressens leurs émotions. J'ai l'impression de capter ce qui est conscient et d'inconscient chez eux. C'est vraiment quelque chose d'intense de percevoir autant et je ne m'attendais pas à ça en fait.
des fois, on me dit quelque chose et j'entends ce qui n'est pas dit, par exemple, et c'est très, très confrontant et ça me déstabilise pas mal au niveau de ma bulle personnelle, en fait. Et ça fait que j'ai de la peine, en fait, à respecter ma délimitation, euh, à respecter mon rythme et à trouver ma place dedans tout ce contexte et toute cette intensité, cette densité énergétique. Et ça crée quelque chose d'un peu négatif, c'est-à-dire que j'éponge pour l'autre. Et ça, c'est quelque chose que depuis quelques années, je me rends compte, une fois que c'est épongé, en fait, ce que ça fait sur mon énergie. Et bah, je m'oublie, en fait, dans tout ça. Je vois que je suis en train de suivre le mouvement sans être attentif, attentive euh, au, à mon propre rythme, à mes besoins. Et c'est un peu ça que j'expérimente depuis le début de l'expérience. Quand je perds des repères, j'ai tendance à suivre en fait le mouvement sans me dire, attends, il y a quoi en mon centre? C'est quoi mes besoins? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? C'est comme si c'est un peu oublié et que je suis le mouvement sans me penser à moi. Et de par ça, je crée une dette envers moi. Ce qui fait qu'après, ben, je me sens complètement éparpillée. À la fin de cette semaine-là, je me sentais... j'avais l'impression qu'il y avait des petits bouts d'âme de moi dans mon énergie ici, là, en haut, en bas, mais pas du tout ici. Et, euh, et ça a vraiment mis en lumière un fonctionnement en fait. Il y a, je pense, chez moi un schéma de suradaptation à l'autre depuis, j'imagine, très très longtemps, depuis, à mon avis, l'enfance ou l'adolescence. Et là, je trouve que le fait d'avoir perdu mes repères de façon très rapprochée et changé de façon rapprochée aussi de contexte, etc., ça a mis en lumière au fait que c'était toujours quelque chose à travailler chez moi. Donc c'est extrêmement enrichissant, mais sur le moment, c'est pas du tout confortable pour moi. Et puis je me rends compte de ce qui se passe vraiment après. Il y a aussi quelque chose de très intéressant qui se passe à un moment donné, un moment où j'ai épongé l'énergie de l'autre. J'ai senti que j'étais complètement déséquilibrée au niveau de ma fréquence. Et il y a eu un moment fort où j'ai médité avec mon divin intérieur. Et j'ai- j'ai- je sais comment méditer pour décharger ça. Et j'ai reçu des messages par rapport à... Ouais, je me sentais en fait pas vue par moi, je pense, à ce moment-là, même si j'en avais pas vraiment conscience que c'était ça la clé. Et je cherchais une reconnaissance et celle du divin bah, est tombée dans ce moment de méditation. Et ce qui a émergé comme prise de conscience, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'être vu ou reconnu par l'extérieur, mais en fait, c'est de savoir en soi que le divin, il voit et il sait tout. Et donc, nous aussi. Et il n'y a rien d'autre en fait à chercher. Et ça, je l'ai compris dans cette méditation à ce moment-là du voyage, où je me suis dit, ben, mais oui, en fait, enfin, ça sert à rien d'attendre à l'extérieur quelque chose parce que c'est en soi. Et aussi, on sait, en fait, c'est vraiment ce truc de, je sais que ce que je fais dans le subtil, c'est su, en fait. Je sais pas, c'est très subtil, mais sur le moment, j'ai cette prise de conscience et c'est assez fort, en fait, parce que c'est comme si ça cale un truc chez moi pour le comprendre et puis pour ben, pouvoir avoir cette nouvelle clé de vie, finalement.
Donc voilà pour ce qui est moins facile. Par contre, durant cette semaine, il y a l'émerveillement en fait au rendez-vous à chaque jour pour le contexte dans lequel je vis, le lieu de vie qui est incroyable, qui est vraiment absolument divin, qui est fait de végétation, de couleurs, de saveurs, de beaucoup de chants des oiseaux. Je suis tellement émerveillée par la luxuriance en fait des arbres autour de moi. La maison, elle est dans un terrain de, je ne sais pas exactement combien de mètres carrés, mais au moins 3 4 000. Et il y a plein de sortes d'arbres différents, de fleurs. Et puis, je suis aussi hyper émerveillée par les arbres qui sont présents dans le terrain parce que bah, les différences, hein, moi j'adore palmiers, les cocotiers, mais il y a aussi sous la terre, en fait, on voit les racines des arbres qui sont incroyables. Un truc qui me fascine dans ce pays du Costa Rica, c'est que la végétation, elle est énorme en fait. C'est pas des petits arbres comme on a en Suisse, c'est vraiment des trucs, mais enfin, vous pouvez mettre une naïma, je sais pas, des centaines de fois dans un arbre. Et c'est tellement, enfin moi je me sens toujours, j'ai ce sentiment d'humilité, de, je suis impressionnée, je me sens une petite fille en fait devant ces arbres qui sont majestueux, qui sont vivants, qui amènent aussi tellement de faune. C'est vraiment un honneur en fait de pouvoir vivre aux côtés de ce règne végétal. Et puis bien sûr, ben, comme je le dis, ça amène de la faune et puis de voir des animaux, des oiseaux, surtout dans leur état naturel, comme des toucans, des perroquets, des papillons, des lézards. C'est vraiment magnifique, magnifique, vraiment. Des écureuils aussi, il y a beaucoup d'écureuils qui rongent les cocos. J'ai vu plusieurs fois sur le terrain et puis un matin, on aperçoit un couple de perroquets verts et rouges qui viennent apparemment tous les matins l'été sur le terrain. Et c'est vraiment incroyable. À chaque fois, je les ai vus plusieurs fois durant le séjour finalement, mais vraiment, à chaque fois, je me dis, mais waouh, je les vois de mes yeux, quoi. C'est vraiment une sorte de magie. Euh, ouais, vraiment, ça transporte le cœur d'enfant qu'on a à l'intérieur de soi. Je trouve vraiment très fort. Donc, j'adore. Et ensuite, grâce ben, à ma guide personnelle qui est encore là cette semaine, elle m'emmène dans des endroits pour que je sache un petit peu où aller avec la chienne. Et elle me fait découvrir notamment la forêt de bambous auquel je vais retourner quelques fois et qui va m'emmener notamment une fois dans des chemins absolument incroyables. Et j'adore aussi, enfin déjà pour moi, forêt de bambous, ça me paraissait surréaliste, tellement incroyable. Ces bambous, ils sont immenses. Et ouais, je trouve que j'ai toute cette sensation ouais, de tellement d'honneur, d'humilité, de voir ça de mes yeux, d'être aux côtés de cette nature. J'adore aussi quand je vois, par exemple, une rivière qui traverse une route. Et ben voilà, c'est comme ça en fait. On adapte nos véhicules pour qu'ils puissent traverser la route au milieu. Et voilà, on va pas commencer à bétonner une rivière. Non, la nature a ses droits et par-dessus l'humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait tellement, tellement de bien de voir ça. Donc magnifique. On va aussi à la cascade Pavone, El Pavone, je crois, qui est une cascade magnifique. En fait, les locaux disent que ça ressemble à l'entrejambe d'une femme. Puis quand on la voit avec ces yeux-là, avec cette image-là, c'est totalement ça. Elle est magnifique. Les cascades, c'est la première que je découvre ici. Non, la deuxième. La première, elle est dans la semaine 4.
Et voilà, je trouve que c'est des lieux qui sont très forts, très chargés et qui sont assez impressionnants. Je me dis, ouais, enfin, j'ose pas encore me baigner en fait dans les piscines des cascades, mais de voir les cascades, c'est vraiment fort en fait, c'est beau. Donc, ravie de découvrir d'autres lieux avec ma guide. Et tellement, tellement précieux aussi de pouvoir avoir quelqu'un sur place qui nous montre où aller. Et en plus, quelqu'un qui est... on est sur la même vibe avec elle. Donc, du coup, on aime un peu les mêmes endroits. Et ça, c'est vraiment un coup de chance inouï, quoi. Et enfin, on arrive au jour du départ. Et là, ben, je voulais plus particulièrement parler du chien, en fait, qui ressent très fort le départ de ces humains, qui le sait. Je suis aussi tellement enchantée de voir comment elle a préparé son chien au voyage. Donc, elle a fait une communication de préparation, je compte combien de mois avant. 4 mois. Elle a fait une communication animale avec moi de préparation pour ce voyage 4 mois avant et ça a laissé le temps à l'animal de se préparer mentalement. Elle lui a aussi parlé de ça et pourquoi j'étais là, pourquoi je venais là. Donc je trouve que c'est assez touchant en fait de voir comme l'humain maintenant prépare l'animal et pas ni complètement, en tout cas c'est vraiment pas la vibe de cette famille. Au contraire, on sent que le chien fait partie de la famille et vraiment d'une manière totale, quoi. Comme un enfant, un membre de la famille totalement actif. Donc c'est beau aussi de témoigner de ça. Et bien sûr, le jour de départ, le chien est très touché, si bien qu'il se couche sur les valises. Et je trouve ça tellement significatif, beau et vraiment qui montre en fait que les animaux mais, savent, ressentent et sont complètement sensibles en fait à ce qui se passe autour d'eux. Pour ceux qui n'en étaient pas complètement convaincus à ce stade. Et je pensais, moi, que je pourrais travailler ce jour de départ. Et en fait, je sens que mon énergie doit se consacrer à elle. Et du coup, je décide qu'on aille partir en promenade. Je décide de partir en promenade avec elle au moment du départ. Enfin, juste après qu'ils se soient dit au revoir. Comme ça lui change un petit peu les idées. Et puis... Euh, quand on rentre, ben voilà, elle a vraiment un coup de blues, elle pleure, elle est triste, et puis toute la soirée, elle est toute triste, toute affectée, et ça se sent, parce que maintenant que je la connais encore mieux, je sais comment elle est quand elle est elle-même, qu'elle va bien, et je sais comment elle est quand elle est triste aussi. Donc c'est très 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 touchant, ça me touche vraiment en plein cœur et j'essaie vraiment de la rassurer. Moi je sais que ça va être une expérience hyper riche pour elle comme pour moi. Mais là, voilà, je sais qu'elle est triste et j'essaye au maximum de l'aider à passer ce cap difficile. Donc voilà, on est à l'aube de la 6e semaine, le début de l'étape 3, donc le gros du voyage, en fait, c'est l'étape où je reste dans, dans la maison, seule avec le chien. Je suis là pour ça et j'ai hâte que ça commence. Que ça commence donc le lendemain, ou on pourrait dire le premier jour de l'étape